Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce premier épisode de Stack Stories. Alors, en introduction, en deux mots, donc je m'appelle Yanis, je travaille chez Digilytics. Digilytics, c'est une agence qui a un positionnement un peu hybride entre agence de conseil et startup studio. Startup studio dans le sens où euh, notre modèle permet d'incuber les projets entrepreneuriaux des consultants, enfin des personnes qui travaillent chez Digilytics. Sur la partie conseil, on travaille pour des startups et des grands groupes sur différents sujets autour du digital. Et un d'eux, c'est tout ce qui est autour de la stratégie marketing, stratégie gros hacking. Et donc, ce concept de Stack Story est né d'une discussion qu'on avait avec Christophe et François, qui sont deux collègues, à propos de la notion de stack marketing, hein, qu'on entend beaucoup, et qui est un concept qui est plutôt, on va dire, utilisé dans l'univers startup. Pour ceux qui sont pas trop familiers avec ce concept, l'idée de la stack marketing, enfin la stack marketing, évoque l'empilement des différents outils permettant de mettre en œuvre sa stratégie marketing, enfin son marketing, euh, dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise. Pourquoi c'est un concept qui est plutôt utilisé dans les startups? Parce que une stack marketing, c'est quelque chose de très mouvant. Ça bouge beaucoup parce que les startups ont tout le temps des nouveaux cas d'usage. Ils vont tester des nouveaux leviers permettant de trouver finalement celui qui va apporter une réelle traction. Euh, et donc, comment dire, cette stack va constamment bouger du fait du coup de ces nouveaux cas d'usage et aussi du fait du volume d'actions à traiter, de contacts à traiter, qui peut très rapidement grandir et donc potentiellement des outils qui hier étaient utilisés peuvent s'avérer obsolètes ou pas suffisamment robustes. Et donc, ce qui est intéressant dans cette notion de stack marketing, c'est les outils en tant que tels, leur intégration et aussi bah, comment dire, quels sont les cas d'usage qui vont pouvoir être mis en œuvre avec ces différents outils intégrés. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être super intéressant de décortiquer un peu la stack marketing de différentes startups ou scale-up, en fonction de la taille, pour comprendre déjà quels outils étaient utilisés, comment ils étaient choisis, comment ils sont mis en place et aussi comment ils sont utilisés. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette série de webinaires. Et donc pour ce premier épisode, on a la chance de recevoir Vincent Plassard, Bonjour à euh, tous. qui est grosse manager chez Spendesk. Bah, merci encore Vincent d'avoir accepté l'invitation. C'est hyper cool, surtout pour un premier épisode finalement de cette série. Ouais, Merci. plaisir. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement peut-être? Ouais, et du coup, justement, donc on va parler de la stack marketing justement chez Spendesk. Et juste pour un peu de contexte, pour un peu enfin, vous mettre face à Spendesk, du coup, on est 200 aujourd'hui. Mais du coup, je suis arrivé lorsqu'on était 20. Et donc, justement, lorsque vous auriez des questions-réponses, je pourrais justement tout à fait répondre à des questions sur les outils utilisés lorsqu'on était 20, 50, usages, etc. Cool. Là où aujourd'hui, on est 200. Justement, bah, il y a pas mal de choses qui ont évolué, pas mal d'outils qui ont changé et d'autres qui sont venus s'empiler. Et donc, chez Spendesk, moi, je suis arrivé il y a 2 ans, donc j'ai rejoint l'équipe grosse. Donc, c'était le début de l'équipe grosse. Donc, nous, c'est assez particulier. On pourra peut-être en reparler aussi, mais donc, l'équipe grosse et l'équipe marketing sont dissociées, même si on travaille ensemble sur énormément de projets. Et donc, bah, je pense que rapidement, j'y reviendrai, mais du coup, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier des audiences à travers des signaux ou des événements pour en fait vraiment identifier les entreprises qui sont les plus à même à convertir, on va dire, et donc de les engager, de créer des opportunités pour les sales. Ok, cool. Et Ouais, du coup, effectivement. Spendesk, juste Ouais, pour vas-y. présenter Spendesk, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est en fait, on offre des moyens de paiement aux entreprises et un outil de gestion des dépenses pour les équipes finance. Donc, ça permet à la fois aux employés qui sont amenés à faire des dépenses de les faire de manière hyper simple, que ce soit sur le terrain ou de manière digitale en ligne, et les équipes finance d'avoir une totale visibilité et un contrôle sur les dépenses de l'entreprise. Donc, voilà. Ok, top. Alors, avant de continuer, je vais juste en termes de format, là, on part sur 45 minutes d'échange avec Vincent et on aura 15 minutes à la fin pour vos questions. Donc, si vous avez des questions pendant l'interview,
Vous pouvez les poser. Vous avez une petite feature questions et réponses qui est en bas de votre écran Zoom normalement. Donc, vous pouvez les poser tout au long de l'interview et à la fin, on pourra les traiter. Voilà, juste petit aparté. Alors, pour revenir à notre sujet, t'en as rapidement parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisée votre équipe grosse et marketing? Parce que c'est deux Ouais, équipes distinctes, hein, c'est ça? c'est deux équipes distinctes et il faut savoir que quand je suis arrivé, donc c'était la création de l'équipe grosse et donc c'était, enfin, en gros, on est passé de 1 à 3. Enfin, moi, je suis arrivé, l'équipe était de 3 et on n'avait qu'une seule personne en marketing qui Ok, est Faustine, qui s'occupe de la communauté de directeurs financiers de CFO, CFO Connect. Et donc, l'équipe grosse, dès le départ, était plus grande que l'équipe marketing, ce qui est assez drôle. Aujourd'hui, ça a changé. Mais typiquement, aujourd'hui, donc, l'équipe marketing va être en charge de tout ce qui peut être relié à l'inbound, de ok, manière générale. Donc, tu vas avoir une squad community et événementiel, une team content par région, parce qu'on est en France, au UK et en Allemagne, une team product marketing, que ce soit pour pousser de nouvelles features aux clients ou communiquer sur vraiment tout ce qui est communication client de manière générale. Performance marketing, donc là, ça peut être tout ce qui est paid acquisition, SEO, tout ce qui est relié justement au performance marketing. Et on a un brand studio aujourd'hui. Donc, on a 3 designers vraiment qui travaillent sur l'identité et tous les supports visuels qu'on est amené à créer. ok, Et l'équipe grosse, nous, on est sur des sujets beaucoup plus outbound et data. Et donc, on a une squad qu'on appelle Gross Engine. Vraiment, en fait, on va chercher énormément de données externes et on va la rendre manipulable et faire en sorte de relier tous ces points de données pour pouvoir trouver les entreprises qui nous intéressent, les contacts qui nous intéressent. On a une team du coup outbound où justement, en fait, on identifie donc les audiences avec les données qu'on récupère et on les engage justement à travers des campagnes automatisées, donc à travers différents canaux, etc. Donc, ok, c'est la squad dans laquelle je fais partie. Et on a une squad qui est plus grosse as a service, justement, où l'équipe marketing n'a pas forcément de compétences techniques. Donc, nous, on va être sur des sujets de booster, par exemple, la communauté CFO Connect avec des campagnes, avec de l'automation, avec de créer des programmes de referral, de parrainage, de faire en sorte de créer de la vérité Tu peux, tu dans peux la nous dire, communauté. tu peux nous dire deux mots rapidement sur cette communauté là que vous avez créée depuis le début en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est un pari qu'on a fait sur le long terme, justement, qui n'a jamais été dans l'objectif de les convertir en tant que clients dès le départ, mais plutôt apporter de la valeur. Justement, aujourd'hui, on a une communauté de plus de 800 CFO, si je ne dis pas de bêtises, français, anglais, allemand et même US. Ok, Et cool. du coup, c'est une channel Slack, des événements physiques, webinaires depuis quelques mois et du contenu. Donc, euh, donc c'est un pari qu'on a fait depuis le début et qui porte ses fruits et qui fonctionne très très bien. Top. Ok. Et Et, donc tu disais, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. ouais, et du coup, non, bah, cette partie communauté où du coup on vient apporter un peu ce qu'on sait faire, notre créativité et booster la communauté. Et la partie CRO qui est sur le site ou sur le SEO, de tout ce qui peut être amené à être plus technique Ok. pour faire en sorte de rendre le site plus performant et même parfois pour créer des lead magnets sur le site. Donc, typiquement, on a une page ROI Calculator sur le site. Et du coup, c'est dans ces moments-là où on travaille vachement avec le marketing sur ces projets transversales, on va dire. Ok. Et du coup, les parcours de conversion en tant que tel sur le site, c'est plutôt le marketing qui va le faire ou c'est plutôt vous? Ouais, donc ça c'est marrant. Donc, ouais, donc, tout ce qui est inbound, Ouais. on va avoir des gens qui sont enfin, qui travaillent dessus. Donc, on a une marketing ops aujourd'hui, donc tous les flows inbound. Et nous, on va venir en fait sur des sujets comme le spam scoring, lead scoring, etc. Des sujets un peu plus data, on va dire. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on va bosser avec eux. Et derrière, par contre, nous, on est amené à faire aussi quelques tests ou A/B tests sur le site pour justement se charger d'améliorer la conversion de manière générale. Ok, top. Ok, très clair. Et donc vous allez lancer des petits, on va dire, des petits side projects ou des petites pages ou des mini-sites qui sont un peu en parallèle du site principal dans des objectifs de conversion. Ça, c'est Ouais, vous qui allez le faire plutôt. c'est ça. Bah, on le fait enfin, en binôme, on va dire, en squad marketing et grosse. Mais du coup, ces projets-là, on le fait ensemble, que ce soit sur le site ou ça peut être aussi du physique sur les événements, de comment on va faire pour craquer ou hacker le événement justement.
et là où l'équipe marketing va être en charge de tout ce qui est justement mise en place euh, d'un stand, voir Ouais. si Rod, le boss, va être speaker, d'avoir un peu une identité sur le stand, d'avoir des goodies, etc. Et nous, du coup, ça va être un peu plus les nerds qui vont essayer de voir comment on peut faire en sorte de se faire voir ou de créer la lead gen dessus. Donc, on avait hacké une Wi-Fi justement à un événement pour attraper l'attention de tout le monde, quoi. Ah oui, On vient, c'est pas le hack avec la borne Wi-Fi là, c'est pas ça? ouais, c'est ça. Donc, nous, on Ouais, vient apporter un peu notre créativité et du technique si c'est nécessaire. cool, ok, super clair. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire un peu qui sont vos cibles chez Spendesk? Ouais, Quels sont vos types de personas? Qui ouais, vous bien allez sûr. adresser? Bah, du coup, nous, on s'adresse donc aux décisionnaires financiers et de manière générale à toutes les entreprises qui font des dépenses et qui ont des problématiques justement à résoudre toutes ces gestions des dépenses. Mais notre cœur de cible aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on itère vachement sur notre ICP justement. Et aujourd'hui, on va dire notre cœur de cible, c'est de 11 à 200, des boîtes de Ok, 11 à 200, plutôt du coup digital friendly. Euh, et après, donc, on a pas mal de use cases, mais vraiment, ça peut être de l'agence marketing, consulting. Et après, on a des grosses boîtes aussi, donc on a un peu de tout. Mais de manière générale, ça va être directeur financier de boîtes de 11 à 200 euh, tech ou en tout cas digital friendly, on va dire. ok, ok, clair. Et donc tu disais que toi, tu es arrivé chez Spendesk dans les débuts, on va dire. Ouais, Vous avez commencé, enfin, vos premières, comment dire, la première direction que vous avez prise, c'est celle de l'outbound plutôt que de l'inbound. Alors ouais, déjà, pourquoi avoir pris ce pari-là? Pourquoi être parti là-dessus? ouais, bien sûr. Du coup, bah, en fait, Spendesk, en fait, on vient englober toute la gestion des dépenses dans une entreprise, de manière générale, que ce soit de se faire rembourser lorsqu'il y a des avances de frais qui sont faites, tout ce qui est notes de frais, de créer des cartes virtuelles sur Internet, d'avoir des moyens de paiement physiques, de payer des factures, etc. Toute la gestion des dépenses dessus. Et en fait, aujourd'hui, il n'y avait pas nécessairement d'outils qui le faisaient de manière globale. Et du coup, Ok. on vient remplacer plusieurs modules. Et typiquement, si on reprend AdWords, où l'objectif, c'est de se placer sur des mots-clés, euh, ça faisait qu'on ne se retrouvait pas avec des Un boîtes volume, qualifiées. ouais. En fait, les gens qui cherchaient une note de frais, typiquement, allaient tomber et n'allaient pas nécessairement comprendre la valeur d'un Ok. outil tel. Et du coup, en fait, on a dû vraiment évangéliser le marché, donc chasser nos clients, nos prospects, et leur faire comprendre que le meilleur moyen de gérer ses dépenses à l'avenir, c'était justement d'avoir un outil qui englobe tout ça. Et donc, et aussi parce qu'on cherchait à mieux comprendre notre cœur de cible et de vraiment savoir qui est notre audience, d'avoir un peu ce product market fit où on croyait en notre produit, mais on n'avait pas nécessairement encore cette confiance sur l'audience. Et donc, on a vachement itéré sur des verticales, euh, sur des marchés et des segments différents. Et je pense que l'inbound est venu beaucoup plus tard, quand on avait une large palette de clients aussi, tous différents. Du coup, on avait énormément de témoignages clients et donc les gens qui venaient sur le site pouvaient se retrouver là-dedans. Et aussi, on a créé plus ou moins, on s'est fait un peu plus connaître. Et du Ouais, coup, vous avez les la gens- marque qui commence à on avait parler, quoi. un peu plus de légitimité, d'autorité sur le fait de montrer qu'en fait, notre outil faisait sens, on va dire. Ok. Et donc, sur les débuts de l'outbound, vous faisiez du cold call, du cold emailing, c'était Bah, quoi les… C'était essentiellement emailing en vrai. Le cold Ouais, call est venu beaucoup plus tard et il a fait ses fruits, mais c'était pas quelque chose qu'on faisait dès le départ. Mais énormément d'emails et après un peu d'automation, que ce soit sur LinkedIn ou d'envoyer des voicemails automatisés. Donc ça, ok. c'est ce qu'on faisait aussi la grosse avec les sets, mais essentiellement de l'email. Et du coup, dès le début, on était axé sur la France, UK et Allemagne. Et donc, nous, notre objectif, justement, la grosse, dès le départ, c'était de créer ce qu'on appelle le gross engine, et de pouvoir, justement, scraper et extraire énormément de boîtes, de contacts, et avec ces problématiques de trouver l'email, le téléphone, etc. Donc, ça, c'était notre première problématique, nos premiers challenges de faire en sorte qu'on puisse scaler ça par la suite. Là où aujourd'hui, on a 40-50 sales. Donc, comment tu fais pour toujours avoir autant de leads, de contacts et gérer toute cette base de données, on va dire. Ouais, faut les alimenter, c'est ça qu'on Oui, fait. c'est ça. Ok, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, nous expliquer quel est le parcours d'un prospect on va dire, de sa découverte de Spendesk jusqu'à sa souscription, enfin, plutôt de sa découverte de Spendesk jusqu'au churn en passant par ce parcours de Ok. souscription?
Du coup, la première chose, c'est qu'on n'est pas un outil self-serve aujourd'hui. Chaque prospect, donc déjà, on a des scorings. En fait, si tu sign up sur notre site, on a des spam scores et ensuite des scoring, etc. Et donc, de Et manière générale, si tu sign in, qu'est-ce que ça fait? C'est une demande de démo, c'est ça? du coup, déjà, il faut que tes informations soient qualitatives, on va dire, pour que tu puisses Ouais, passer la première étape. ok. Et ensuite, ça dépend du coup si la boîte est qualifiée ou non, mais de manière générale, on a des inbound PDR, donc des sales qui sont en charge de prendre les leads entrants. Et donc, dans tous les cas, tu passes par un call avec l'un d'entre eux Le pour vraiment qualif? comprendre, ouais, de qualif, pour comprendre le besoin. Parfois, finalement, c'est pas forcément ce que la personne recherche ou c'est pas le bon fit, on va dire. Donc, nous, on est prêt justement à dire aux gens que ce qu'il leur faut, c'est Mooncart ou c'est un autre concurrent ou alors c'est un autre outil de note de frais, etc. Et c'est pas forcément Spendesk, mais il y aura toujours cette étape-là. Et ensuite, lorsque une boîte est qualifiée, elle va passer donc à une démo avec un account exécutif. Donc aujourd'hui, nous, c'est très straté. Au tout début, c'était pas du tout ça. Les sales faisaient tout le cycle. Mais donc, tu passes obligatoirement ce funnel. Et après, nous, on est sur des données bancaires et donc on a ce qu'on appelle KYB, donc pas mal de données administratives à remplir, on va dire. Et donc, parfois, le moment d'activation, c'est aussi quelque chose de challengeant pour nous, de faire en sorte que ça se réduise le plus possible. Et donc, tu as cette partie administrative. Et ensuite, on a la chance d'avoir très, très peu de churn. Donc, on est à 0,4 ou quelque chose comme ça de churn. Et comment ça se passe Un truc qui est genre, c'est du jamais vu, quoi. Je sais pas, je connais pas la norme, mais en fait, ouais, c'est une métrique qu'on suit constamment, côté CS en tout cas. Et Et c'est donc, lié à la bonne qualif que vous faites en amont aussi, hein, j'imagine. c'est ça. Donc, nous, on est prêt à dire non à des boîtes qui sont pas un bon fit. Et après, bon, il y a le produit qui va toujours dans le sens du client, on va dire. Donc ça fonctionne bien. Après, sur le churn, je saurais pas nécessairement dire comment ça se passe, pour être très honnête. Moi, ça se passe pas déjà. Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, parce que depuis, c'est assez récent hein, finalement que vous faites de l'inbound, mais Ouais. vraiment de l'inbound solide, on va dire. Ouais. Tu peux nous parler un peu de votre stratégie sur l'inbound? Sur l'inbound, du coup, justement, c'est un peu ce que je disais, mais donc on a des content managers pour chaque région. Ouais. Et de manière générale, donc on a vraiment réussi à créer une bonne stratégie de contenu et un SEO qui fonctionne très bien. Donc on a des leads entrants de manière organique euh, qui devient assez volumineuse, on va dire. Et justement, il y avait ce que je disais par rapport à notre audience qui a grossi et qui s'est affinée aussi. Et donc, plus on avait d'entreprises différentes, donc de segments et de verticales différentes, plus on avait des retours aussi des commerciaux qui demandaient est-ce qu'on a un client de telle entreprise, enfin de tel segment, est-ce qu'on a un client, est-ce que vous avez des cabinets d'avocats par exemple que vous connaissez qui sont devenus clients. Et donc il y avait un peu cette feedback loop avec justement les content managers. Et justement, si aujourd'hui tu regardes les témoignages clients qu'on a sur notre site, on fait en sorte de pouvoir présenter une palette assez large, d'avoir une entreprise entre 11 et 50 employés qui fait beaucoup de dépenses en ligne ou d'avoir un gros data IQ qui gère plein de data et qui va aussi faire beaucoup d'événementiels, etc. Vraiment de montrer qu'en fait, on englobe énormément de boîtes différentes, tous avec le même sujet de dépenses Ouais. et à travers les témoignages justement de directeurs financiers, directeurs comptables. Et donc, c'est un peu d'avoir ce trust, de montrer qu'on, qu'on a justement plein de clients différents et qu'on a une expertise aussi sur le sujet et qu'on accompagne des clients qui sont satisfaits. Et ça se reflète aussi sur Captera ou J2 Ouais. justement où il y a des avis clients. Donc ça, c'était une stratégie aussi qu'on a fait à la fois de le pousser sur nos utilisateurs qui avaient des bons NPS, donc Ouais. de faire en sorte qu'on ait beaucoup d'avis et du coup d'avis positifs. On l'avait fait aussi sur LinkedIn, de montrer justement les avis qu'on pouvait avoir, les commentaires, etc. De mettre en avant en fait vraiment le fait on a des clients satisfaits et pour plein de use cases ou de verticales ou de segments différents, quoi. Et ça passait pour gérer justement vos avis là, ça passait par des campagnes d'emailing sur justement ces clients qui ont un fort NPS. Ouais, nous on le fait avec Intercom du coup. Ok. Donc on pousse justement, on peut créer nos propres segments et on pousse sur Intercom nos différents messages.
Et ce genre de campagne, c'est justement sur Intercom qu'on le fait, où on va identifier ceux qui ont un bon NPS et leur demander s'ils peuvent nous laisser un avis sur telle ou telle plateforme, quoi. Ok, cool. Bon, c'est bon. Maintenant, je pense que voilà, en termes de contexte, on comprend bien ce que vous faites, qui vous adressez, quelle est votre stratégie globale entre l'inbound et l'outbound. On va passer maintenant au cœur de notre sujet, qui est la stack marketing. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dépiler en fait ta stack Ouais, pour comprendre quels sont les outils utilisés pour chacun des cas d'usage. Si on commence par l'advertising, tout ce qui est paid, ouais. qu'est-ce que vous utilisez déjà Bah, comme canaux, honnêtement, comme du coup, plateforme? rien de très nouveau pour le coup. Donc, on fait des pubs sur LinkedIn, sur Facebook, Google Ads et un peu sur du coup des sites comme Captera aussi. On a fait sur Quora aussi, sur Quora qui est assez bon pour le contenu. Ça marche bien sur Derrière, Quora? Ça marche bien sur Quora? euh, ouais, on l'a fait sur vraiment sur un faible volume. C'est pas un canal d'acquisition, en tout cas pour nous, Ouais. énorme. Mais en gros, on a un CAC très faible et pour un volume qui est pas énorme non plus, quoi. Mais du coup, vu que c'est un CAC très faible, que ça ne nous demande pas trop de monitoring nécessairement. Donc c'est quelque chose qu'on laisse tourner, on va dire, sur un petit budget toujours. Mais non, donc pas d'outils originels, on va dire. On n'utilise pas d'outils comme Adespresso, par exemple, parce qu'on ne fait pas encore assez de volume. C'est-à-dire que nous, l'acquisition payante, on a vraiment commencé à le pousser fin d'année dernière. Ok. Donc c'est assez récent, sachant que du coup, en fait, on était censé lancer des grosses campagnes du coup, avant le Covid. Mais du coup, Ouais. bah, en fait, ça a été lancé assez récemment et on l'a pas assez poussé encore pour pouvoir commencer Pour à avoir faire de besoin l'A/B d'avoir test une ou faire des. plateforme. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, après, derrière, en termes de CMS, qu'est-ce que vous utilisez? Ouais, CMS, on utilise Contentful. Donc, Ouais. Contentful pour le site et les landing pages. Et après, du coup, bah, on a HubSpot pour tout ce qui est, tout ce qui a trait au blog. Mais du coup, on utilise Contentful qui nous permet, bah, nous, justement, on a Lionel qui est grosse ingénieur dans l'équipe grosse, donc, un peu expert front-end. Et c'est lui qui est un peu responsable de Contentful où en fait, c'est c'est comment dire API based. Enfin, en gros, c'est parfait pour euh, pouvoir créer nos propres components, enfin, nos propres modules comme on le souhaite. Et après, derrière, laisser la possibilité, l'autonomie aux marketeurs de pouvoir ensuite bah, créer le contenu et euh, créer le visuel, etc., tel qu'ils souhaitent, quoi. Ok. Et avant, vous aviez WordPress, c'est ça? Vous êtes passé de Ouais, WordPress à Contentful? ouais, ouais, on avait. Pourquoi avoir changé alors? Parce que justement, WordPress, donc WordPress, en fait, c'est cool, mais on n'avait pas de ressources déjà techniques sur le CMS. Du coup, c'est WordPress, bah, tu peux l'utiliser tout en étant marketeur. Contentful, il faut avoir quand même une ressource tech dessus Ok. pour pouvoir changer et moduler les choses. C'est juste que derrière, tu as beaucoup plus de possibilités. Une fois, bah, tu peux dev tes propres modules et c'est assez performant comme outil. Et donc ça s'est fait assez normalement, on va dire, quand Lionel est arrivé. Ok. Cool. Et en termes de WebA alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plusieurs outils, hein, c'est ça? Sur les analytics, tu veux dire? Ouais. Ouais, bah, du coup, bah, là, on a Google Analytics, bien sûr. Nous, on a la chance du coup, d'avoir une équipe data aussi aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs choses. Il va y avoir des dashboards qu'on va avoir sur Salesforce selon la typologie du dashboard. Et sinon, on a Looker, Looker qui est un outil de visualisation. Donc, on a notre équipe data qui, en fait, va aller chercher toutes les informations de plein de sources différentes et donc les relier. Et nous, ça va nous permettre de pouvoir créer nos propres dashboards pour des campagnes sur des sources en particulier, etc. Et on a du Supermetrics aussi qu'on utilise. Donc Supermetrics peut être utilisé directement sur Google Sheets, quelque chose de très puissant que tout le monde peut utiliser. Et donc tu peux retrouver justement tes analytics de Facebook, Google Ads, etc. Ok. Donc Euh, Supermetrics, ça va plutôt être. Enfin, quels sont les usages pour Looker et pour Supermetrics? Ouais, bah, en gros, Supermetrics, donc c'est vraiment plugué aux sources où on va faire nos publicités, de manière Ouais. générale. Looker, en fait, on va y rajouter des données, par exemple, de Salesforce ou alors même de prod de nos utilisateurs qui sont vraiment propres à nous-mêmes. Ok. Looker, c'est plus Simplement, global, quoi. Enfin, c'est plus global, en fait. C'est nous, nos propres sources à nous, on va aller les mettre dans Looker.
Et donc, D'accord. on va pouvoir y ajouter beaucoup plus de données ou de points de données. Ok. Et ok. Là où Supermetrics, c'est vraiment pour piloter vos budgets Ouais. d'acquisition, quoi. Et avant, on avait Metabase, du coup, avant Looker. Et pour des raisons de performance, du coup, on est passé sur Looker. Et Metabase, qui est un très très bon outil où tu peux faire pas mal de SQL. Après, bon, c'est la chance d'avoir aussi une équipe data qui te permette d'avoir ces outils, de pouvoir les utiliser en tant que non-tech de manière générale. Yes. Et du coup, en termes de, justement pour tout ce qui est forme sur le site, c'est directement du Contentful. Non, ça c'est HubSpot du coup. C'est Tout ce qui est HubSpot, ok. forme, c'est HubSpot et du coup, derrière, justement, HubSpot, du coup, on peut en parler, mais HubSpot, on l'utilise pour tout ce qui est MQL, donc tout ce qui est workflow inbound et avec nos scoring. Et en fait, c'est lorsqu'ils ont un certain score qui deviennent SQL, ils vont passer sur Salesforce et donc D'accord. attribuer à des sales. Ok. Ouais, on va rentrer dans le détail du CRM juste après. Ouais, Euh, alors, un sujet qui te concerne particulièrement, c'est tout ce qui est enrichissement de leads. ouais, Euh, tu, tu peux nous expliquer un peu, enfin, justement, ça va être l'occasion de nous donner les différents outils que vous utilisez, mais ce ouais, qui serait pas mal, serait que tu nous dises, par exemple, je sais pas, tu as découvert un annuaire qui liste tous les CFO des cabinets d'avocats, je dis n'importe quoi. Comment tu vas faire pour récupérer de la donnée et pour l'enrichir à partir de cet annuaire-là et à partir de cette donnée-là? Quelles vont être tes étapes et ouais. quels outils tu vas utiliser? Donc ça dépend. Donc on a différentes sources de manière générale pour lesquelles on va aller puiser de l'information constamment, on va dire. Donc tu as justement Dealroom ou Crunchbase, qui sont des bases de données sur les levées de fonds. Ok? Après, tu as un réseau professionnel B2B très connu sur lequel on puise énormément de données. Par la suite, donc ça c'est quelque chose qu'on fait de manière constante sur des annuaires. Donc ça c'est quelque chose qu'on va scraper nous-mêmes de manière très simple. Et derrière, en fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est simplement certains points de données basiques, en fait, de si on a un contact, on a son prénom, nom, compagnie ou domain name pour aller chercher l'email. Et derrière, nous, en fait, on a créé notre propre euh, enricher, donc de aller chercher l'email pour s'assurer, parce que nous, c'est le nerf de la guerre, on fait énormément d'outbound et de chasse. Donc, si on a de mauvais mails, si ça bounce, si on n'arrive pas à atteindre le contact, en fait, on a un énorme drop. Et donc, les mails et les téléphones, c'est quelque chose qui est hyper important. Et du coup, on a fait un espèce de benchmark. Et en même temps, on utilise beaucoup d'outils. Donc, on utilise Getemail, Voilà Norbert, Hunter. Et il y a un sens de priorité. Donc, si on trouve l'email avec Getemail, bah, c'est bon. Si on ne le trouve pas, on teste avec Voilà Norbert. Si on ne le trouve pas, on teste avec Hunter. Et après, on met une couche de zéro bounce. Donc, on va retester encore par la suite si ça bounce ou non. Et Et ensuite, sur un nom, prénom, compagnie, sur 100 noms, prénoms, compagnie, tu arrives à retrouver combien d'emails à peu près? ouais, on est 78-80. Ah ouais, quand même. Après, ça dépend aussi donc la base d'où elle vient. Ouais. Mais et après, on a toujours des problématiques en réalité. Mais notre objectif, c'est justement de toujours faire grossir ce ratio. Et ensuite, sur les téléphones, donc, on utilise un outil qui s'appelle People, PIPL, ou Lusha aussi, finalement, qui peut être utilisé. Mais People, c'est un outil qui est très puissant. Et donc, nous, on va pareil, l'intégrer à notre stack. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel sales peut être sur un profil d'une personne. Et nous, en fait, en front, enfin sur la page, on va y ajouter des boutons et ils vont pouvoir eux-mêmes cliquer et trouver l'email ou le téléphone de la personne Ok. si elle n'y est pas dans le CRM. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que nous, on le fasse en amont dans le CRM. Donc ça, Ou c'est plutôt pour les leads que eux veulent aller chercher de leur côté et c'est ça, pour si lesquels ils ont jamais besoin d'informations. c'est ça. Et sinon, pareil, on s'est fait un add-on sur Google Sheet pour tout ce qui est Ops ou quand on gère des listes sur Google Sheet pour pouvoir, à partir pareil, toujours d'un prénom, nom, domain name, d'avoir son mail. Ou alors, si on a une entreprise avec son nom, le site et son LinkedIn, savoir si elle est dans le CRM, si elle est dans le CRM, quel statut elle a, etc. Donc, on s'est créé notre petit add-on pour vraiment nous faciliter la vie sur tout ce qu'on fait sur Google Sheet, quoi. Ok. Et donc là, tu as donné l'exemple sur plutôt une action, on va dire, euh, une action particulière qui est la récupération d'une liste à partir d'un annuaire. Et aussi, au début, tu nous as parlé hein, de la recherche automatisée d'informations sur LinkedIn ou sur d'autres bases, par exemple sur Crunchbase, etc. Ça, comment ça fonctionne?
C'est avec leur API. Donc, Ouais, tu as ces bases de données qui ont des API. Et nous, en fait, donc, nous, on va vraiment aller chercher constamment sur ces API les nouvelles entrées. ok. Et donc, il y a deux choses. Donc, Par exemple, tu sur le... récupères une compagnie sur Crunchbase, par exemple. Qu'est-ce que tu vas Ouais, faire à partir de ça? en fait, ouais, donc, nous, l'équipe grosse, nous, on gère énormément de données externes. Et nous, en fait, donc, avec les gros ingénieurs, on va aller stocker donc, cette donnée de notre côté. Et nous, on la stocke et on la repousse sur un outil qui s'appelle Kibana. Et en fait, ce qui nous permet de, par exemple, avoir les informations de Spendesk qu'on a pu avoir sur LinkedIn, par exemple, mais aussi ces informations qu'on a sur Dealroom ou sur Crunchbase ou toute autre source qu'on a eue, où on a eu un point de données similaire. Donc, ça peut être le site. Euh, et donc, nous, on va pousser toute cette donnée et pouvoir la segmenter beaucoup plus facilement. Donc, je pourrais peut-être montrer tout à l'heure en partage d'écran ce que ça donne. Ah, c'est cool. Mais du coup, nous, c'est comme ça qu'on traite. Donc, on va prendre plein de sources différentes et à un Ouais. moment donné, on va pouvoir segmenter, trouver des entreprises avec différentes points de données de différentes sources, on va dire. Ok. Et du coup, ça te permet d'enrichir ta fiche entreprise, on va dire. Et à partir de cette entreprise, toi, tu vas être capable d'aller chercher des contacts, enfin, les contacts pertinents pour l'entreprise, c'est ça? Et Ouais, je pourrais montrer parce ça se fait que. automatiquement aussi? De quoi, pardon? Le fait d'aller rechercher les bons contacts de chaque entreprise. Ça, pas encore. En fait, ça, pour le coup, quelque chose sur lequel on bosse, mais on bosse avec des freelances pour toute cette partie-là, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore craqué la chose. Ouais, Et ça c'est on chaud. pense que, en fait, nous, un contact, ça peut être comment dire, significatif. Si on a un contact qui existe dans une entreprise, mais qui n'est pas dans le CRM, pour nous, ça peut être vraiment significatif. Et donc, on préfère aujourd'hui qu'il y ait des humains, des freelances, qui vont aller chercher manuellement et trouver les bonnes personnes. Et après, nous, on se charge de trouver le mail, etc. Et de trouver la bonne personne, ça, c'est quelque chose de manière automatique qu'on n'a pas encore fait euh, de manière aussi qualitative qu'on le voudrait, quoi. Ok, ouais, ouais, si vous arrivez à craquer ça en même temps, Ouais. vous pouvez lancer un produit. Ok, en termes de marketing automation, qu'est-ce que vous avez? Marketing automation, du coup, il y a deux choses. C'est, depuis le départ, on faisait du de l'outbound. Donc, juste entre parenthèses, en sales automation, on utilise Salesloft, qui est un Ok, outil comme Outreach ou Lemlist ou plein d'autres. Donc, Salesloft qui s'intègre très bien avec LinkedIn, sur lequel tu peux traquer les calls des sales, etc. Donc, ça, c'est une aparté. Et sur marketing automation, donc on a HubSpot pour tout ce qui est MQL. On a des workflow nurturing. Et ensuite, on a Autopilot, qui est un outil de marketing automation comme Pardot ou Marketo, euh, mais que j'affectionne bien. Et donc, et pourquoi vous utilisez Autopilot et HubSpot? Quelle est la différence entre euh, les deux? HubSpot, c'est vraiment donc, les MQL, les leads entrants sur le site. Ok, Autopilot, moi, je l'utilise sur des campagnes outbound. C'est juste que tu as cette logique et tu as cette intégration avec Salesforce et tu as la même logique d'avoir un trigger, un événement, de créer des actions, des conditions et tu as énormément de possibilités et tu as des intégrations Zapier aussi. Donc, après, tu peux t'amuser dessus et gérer tes segments de manière plus simple, on va dire. ok. Et donc ça, c'est pour tu vas automatiser un certain nombre de campagnes avec ça, avec Ouais, Autopilot, et avec Salesloft, du coup, Salesforce, c'est c'est en fait les sales qui gèrent leur propre. Donc, chaque sales, ça va avoir une liste d'entreprises ouais. qui gèrent eux-mêmes, on va dire. Eux vont gérer leur contacting sur Salesloft. Donc, nous, à proprement parler, la grosse, on n'utilise pas nécessairement l'outil. Ok, d'accord. Nous, en fait, c'est sur Autopilot ou c'est notre terrain de jeu, on va dire. Ok, donc vous, ouais, toutes vos campagnes automatisées, vous les faites avec Autopilot et eux, Ouais, si vous voulez faire de la séquence d'emailing, Salesloft, tu peux faire de la demande de contact LinkedIn aussi? Ou de... Salesloft, ouais, exactement, ouais. Tu peux Ouais, faire ok. l'email, la demande de contact. Ouais. Ok, du coup, eux vont gérer ça avec C'est Salesloft. ça, Ok, c'est clair. exactement. Parfait. Et du coup, en termes de CRM, vous en avez Et deux? du C'est coup, ça? CRM, donc du coup, on peut dire que c'est en quelque sorte un CRM, mais HubSpot, ouais, on l'utilise sur la partie MQL. Et de manière générale, on a Salesforce, où vraiment c'est une énorme base pour nous, parce que on va avoir parfois des boîtes qui sont dans notre CRM, et après, tu as un contact de la boîte qui va arriver en MQL qui va devenir SQL.
à travers HubSpot. Donc après, on intègre les deux. Mais c'est Salesforce qui reste quand même le CRM principal parce que c'est là où nos sales et nos CS vont interagir et on va pouvoir suivre tout le funnel des comptes, quoi. Et par exemple, une entreprise ou un contact qui est MQL dans HubSpot, est-ce que l'info va quand même remonter côté Salesforce pour que tes sales aient l'information que la personne est venue sur le site, a consulté de l'article, s'est inscrit à une newsletter, etc. Ou Euh, c'est pas vraiment quand il est remonté. pas quand il est au stade de MQL. Donc c'est Ok, vraiment, ou alors si sign up sur le site, donc là il devient lead sur Salesforce. Mais de manière générale, vu qu'on est très orienté outbound, nous, tout est dans Salesforce de manière générale au niveau compte, on va dire, quoi. ok, ok, c'est clair. Et en termes de customer success, vous avez quoi? Customer Success, du coup, bah, justement, donc à l'époque, on avait un CRM qui s'appelle Close.io, qui était Avec un nous K comme là, ça. K-L-E-A-U-S, c'est ça? Non, c'est close.io. Ok, Et du coup, qui nous permet de faire pas mal de choses. On avait créé nos scripts dessus, on a pas mal bidouillé de choses. Sauf que du coup, ça ne permettait pas la collaboration entre Sales et CS. Et du coup, nos CS utilisaient Sales Machine, qui permet de voir l'état de santé en fait, de tes comptes. Et finalement, à terme, on avait besoin d'avoir un outil, enfin un CRM, qui rassemble les sales et les CS ensemble. Et du coup, c'est comme ça qu'on est passé sur Salesforce. Donc aujourd'hui, l'outil des CS, c'est aussi Salesforce. Pour le coup. ok, cool. Cool, cool, cool. Et en termes de, enfin, sur vos différentes initiatives de growth, de manière générale, est-ce que tu as d'autres outils que tu Ouais. utilises ou que vous utilisez dans l'équipe? Bah, du coup, nous, c'est assez transversal, mais donc on touche un peu à pas mal d'outils. Mais typiquement, Segment, c'est un outil qu'on utilise énormément pour justement gérer tout ce qui est événements sur le site. Vous Euh, l'utilisez que comme ça, Segment? Tu peux peut-être nous présenter un peu Segment pour ceux qui connaissent pas? Segment, bah, justement, ça te permet de connecter différentes sources, on va dire. Donc, d'avoir différentes données enfin, de différentes sources, de les rassembler. Et tu peux créer des tracks sur des événements sur le site. Donc, par exemple, typiquement, de savoir si un tel ou un tel a cliqué sur un bouton et de créer une action par la suite. Et donc, nous, on a enfin, c'est vraiment sur des campagnes spécifiques qu'on l'utilise, où par exemple, on crée des landing pages personnalisées, où on offre des cartes virtuelles, en gros, qui est vraiment attribuée, par exemple, à Yanis de Digitix. Et tu vas arriver sur la page. Une fois que tu es sur la page, donc nous, en fait, on se notifie sur Slack. Donc ça, c'est grâce à Segment. Dès que tu arrives sur la page, ça nous notifie. Si tu cliques sur le bouton Générer carte virtuelle, ça nous notifie. Et après, derrière, si tu utilises la carte virtuelle, ça nous notifie. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'utilise. Cool. Après, derrière, donc, on utilise Zapier toujours sur plein de petits use cases Ouais, jusqu'à ce que ça prenne une certaine ampleur. Après, on l'internalise. ok. Et sinon, les deux outils qu'on utilise sur nos campagnes aujourd'hui, tu as Albacross qui nous permet d'identifier les visiteurs de notre site et tu as Asgard qui nous permet aujourd'hui en fait d'identifier les entreprises qui postent des offres de job de responsable financier ou d'assistant comptable. Donc, ils ont toute cette logique de scrapping, de catégorisation et d'automatisation parce que c'est quelque chose qu'on pensait internaliser à un moment donné. Et après, on a découvert l'existence d'Asgard qui font ça très très bien. Donc, on collabore avec eux justement sur cette partie-là. Ok. Et sur Albacross, quand tu dis identifier les visiteurs de ton site, c'est la compagnie des visiteurs de ton site? Ouais, ouais, c'est les Ok. noms des entreprises. Donc, en gros, chaque entreprise a une adresse physique. Chaque adresse IP est reliée à une adresse physique. Et c'est comme ça qu'ils relient donc, les adresses IP qui viennent visiter notre site aux entreprises. Et donc, on n'aura jamais les contacts. Donc, derrière, c'est un peu du gut feeling Ouais. où tu te doutes que si quelqu'un vient sur la page pricing ou schedule démo, c'est qu'il y a un intérêt. Donc, nous, c'est plus à partir du principe que c'est peut-être le bon timing de contacter cette entreprise et de voir aussi potentiellement les articles qu'elle a visités. Si elle a visité des articles sur les remboursements de frais kilométriques ou sur les notes de frais en particulier, donc de comprendre le pain et de les contacter avec un message plus pertinent, quoi. Ok. Et du coup, sur Asgard, c'est l'outil qui va directement permettre de récupérer ces nouvelles offres Ouais, qui ont été postées. Ça va donc alimenter votre Asgard, base. ils font pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment de la collaboration avec eux. Donc selon les projets, je sais qu'ils bossent avec pas mal de boîtes différentes. Et nous, c'est sur ce use case-là de savoir quelles entreprises
sont à la recherche d'un responsable financier, d'un assistant comptable. Et en fait, à travers ces offres de job, de pouvoir parser le texte, de pouvoir le lire et de savoir, OK, déjà de comprendre quels mots-clés j'utilise. Est-ce qu'il y a un outil qui ressort de cette offre de job euh, et comprendre un peu les problématiques. Et en fait, nous, ça nous permet aussi de catégoriser, encore une fois, les entreprises et d'aller les contacter, de les mettre dans une certaine campagne, d'avoir un message qui est beaucoup plus pertinent et à Ouais. un moment donné, et à un moment critique, on va dire, Ouais, l'entreprise. tu sais quelle est la boîte, tu sais qu'ils sont en croissance parce qu'ils recrutent, tu sais, Ouais, tu connais leur outil. Après, derrière, exactement, ouais. tu peux être hyper pertinent, quoi. Ouais, Ok, top. Alors, il y avait une question aussi qui est autour du choix que vous pouvez avoir entre choisir un outil. Bah, là, tu en as un petit peu parlé avec Asgard. ouais, Entre choisir un outil ou le faire vous-même, finalement, l'internaliser, le ouais. développer. Ah, Comment vous prenez cette décision? Comment ça se passe? ouais. Bah, nous, c'est peut-être si on peut nous-mêmes nous reprocher des choses, c'est que en vrai, on internalise énormément de choses. Ouais, Mais c'est juste que parfois, typiquement, Asgard et Albacross, euh, en fait, si tu réfléchis juste au temps que tu vas passer à internaliser les ressources que tu vas mettre dessus, sachant que après on a plein de projets annexes, bah, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher un outil qui existe sur le marché. Et aussi parce qu'on ne sait pas encore les retours, le retour que ça peut avoir. Donc, de manière générale, on va toujours essayer un outil, faire un essai gratuit, quoi, un trial. ouais, Donc ça, c'est aussi aux gens, c'est de se dire qu'il y a plein d'outils où tu peux toujours négocier. Parce qu'il y en a qui veulent pas. Donc Albacross, ils voulaient pas nous faire d'essais gratuits. Enfin, c'est pas qu'ils voulaient pas, ok, c'est qu'en fait, à la base, ils font des contrats annuels. ouais, Euh, ok, Nous, on a négocié. Le problème, c'est que on l'a fait début d'année, en mars. Et donc, notre essai gratuit était de 3 mois. Donc, aïe, c'était pendant le Covid, donc pas ouf. Donc, on a dû renégocier. ouais, Mais de manière générale, c'est toujours faire un essai, d'essayer de vraiment se. Enfin, si c'est un outil que tu utilises pour un projet en particulier, bah, vraiment de se mettre à fond sur ce projet et de construire tout le process et la stratégie autour et de voir, bah, d'essayer d'avoir des retours, d'avoir un impact direct sur le revenu et de voir du coup si ça vaut le coup justement de vraiment investir sur le long terme dessus. Et après, donc, nous, on internalise vraiment sur des choses qui ont attrait à la donnée et qui nous permettent, par exemple, on crée des outils pour les équipes. Et donc, justement, on va créer notre propre enricher pour s'assurer qu'on a les meilleurs emails, pour justement donner la possibilité après aux sales de l'utiliser. Et donc, ça, c'est vraiment des problématiques euh, personnelles chez Spendesk, on va dire. ok, top. Et demain, très rapidement, c'est quoi les nouveaux outils que vous voulez intégrer à votre stack? Bah là, en fait, donc, il y a pas mal de choses qui ont été décalées, on va dire, de manière Ouais, générale en 2020. Mais normalement, on aurait dû, en gros, pousser le trafic sur le site et on aurait dû commencer à faire de l'ABM ou plus d'A/B test. Et donc, c'est peut-être des outils qui vont dans ce sens qu'on aurait pu utiliser. Donc, justement, on n'était pas encore à cette maturité pour faire beaucoup de benchmark. Moi, je sais que j'avais regardé Mutiny, qui est un outil américain qui permet de personnaliser son site qui était très, très puissant. comment tu Donc, dis? Comment ça s'appelle? Mutiny, Mutiny? Mutiny, mais qui est un outil très cher, il me semble. Mais du coup, c'était le type d'outils vers lesquels on serait allé, d'avoir plus de trafic, de commencer à faire de l'A/B test et nous de commencer à faire de la personnalisation et de l'IBM sur les gros comptes, quoi. Ok, cool. Euh, Toi, aujourd'hui, avec tous les outils que tu utilises, là, je vais pas compter, mais on doit être à une quinzaine, allez, au moins une quinzaine d'outils, une vingtaine d'outils. Ouais, C'est quoi tes trois outils préférés, toi? Ou tes deux ouais, outils préférés? parce que du coup, ouais, j'ai droppé pas mal d'outils, mais il y en a beaucoup pour lesquels, enfin, que j'utilise moi, enfin, pas moi au quotidien. Ouais, Mais moi, mes trois petits outils que j'utilise, ou en tout cas que je chéris, c'est Zapier, on va dire Segment, et après un outil de marketing automation. Donc aujourd'hui, c'est Autopilot. Mais c'est juste que j'aime bien toujours ces logiques d'automation. Donc c'est un peu mes trois petits outils phares, on va dire. ok. Si tu avais un conseil à donner aux équipes marketing à propos de leur stack marketing, qu'est-ce que tu dirais? Euh, Bah justement, c'est peut-être ce challenge de build or buy, de vraiment est-ce que j'achète ou est-ce que j'internalise. Et de manière générale, euh, enfin, faut jamais avoir peur de mettre, on va dire comment, la main à la poche, mais enfin, se dire qu'en vrai,
vaut mieux essayer ce qui existe déjà, Ouais. de ne pas perdre trop de temps. S'il y en a qui le font très bien. Et après, bon, bah, ça dépend. Il peut y avoir des problématiques d'intégration ou je ne sais quoi. Mais toujours essayer de voir si ça existe déjà ou non pour ne pas perdre en temps, on va dire, quoi. Ok. Et bon, on arrive presque, enfin, on a déjà dépassé 2 minutes. Est-ce que tu aurais une personne que tu me conseillerais d'interviewer pour peut-être l'épisode 2 de Stack Story? Ouais, moi j'ai mis Quentin Hervé, qui est Head of Growth chez We Digital Garden, Ok. manager à Avant Spendesk, donc qui travaille avec énormément enfin, de produits et d'équipes différentes. Donc je pense que ça peut être très intéressant et qui est très calé en Cool. SEO en particulier d'ailleurs. Bah, tu me feras une petite mise en relation alors. Ouais, Ok, parfait. Bon, on va passer à la session de questions-réponses. ouais. Alors, je vais remonter dans le fil parce que je vois qu'il y a eu des questions. Ta, 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 ta. Alors, une question qui a été posée, vous cumulez l'email et l'automatisation LinkedIn sur les mêmes prospects? Est-ce que vous faites les deux? Euh, Attends, excuse-moi, j'essaie de lire la question. Euh, Est-ce qu'on cumule l'email et l'automatisation? Ouais, exactement, ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière générale d'aller faire de l'autovisite. Donc, ça rentre comme un touchpoint dans nos campagnes. Ok, Et après, euh, selon le persona, on va l'ajouter ou non, donc avoir cet ajout de contact sur LinkedIn qui sera intégré dans nos campagnes. ok. Donc, Du coup, ça, c'est géré avec les comptes de chacun des sales, en fait, les comptes LinkedIn de chacun des sales. ouais, exactement, ouais. Ok. Le funnel call de qualification BDR plus démo AE est le même pour les petites entreprises. Bah justement, donc, ils passeront toujours par les inbound. Ouais, Et après, c'est juste que parfois, c'est les inbound BDR qui vont finalement gérer ce côté démo, si c'est des petites boîtes. Là où du coup, les AE vont rentrer en jeu bah, sur vraiment les cœurs de cible ou les plus grosses boîtes où il y a peut-être plus de problématiques ou plus de questions-réponses à avoir, quoi. Sur les petites boîtes, donc les inbound BDR vont gérer le funnel qui sera raccourci, ouais. qui sera plus simple, on va dire. Ok. Question suivante. Est-ce qu'il y a des problèmes entre le CMO et le Head of Growth Euh, sur le site? non, non, pas nécessairement, parce que justement, tout ce qui est identité visuelle, branding, contenu produit marketing, vraiment, c'est le marketing qui est honneur dessus. Ok, Nous, justement, l'équipe grosse, c'est vraiment plus sur le côté performance, CRO et bah, tout ce qui est attrait au SEO et à la conversion. Et donc là-dessus, il y a pas de friction. ouais, les Euh, périmètres sont bien distincts finalement. Donc, les paramètres sont bien distincts, ouais. Et du coup, on communique tout à fait entre nous, donc il n'y a pas de problème là-dessus. cool. Et enfin, là sur le fil de discussion, comment vous décidez si vous devez donner les leads aux sales ou bien si vous attaquez vous-même avec Autopilot? Ouais, donc il y a plusieurs choses. Il y a nous, en tout cas l'équipe grosse, euh, on va faire pas mal de campagnes, par exemple, de referral ou de essayer de préqualifier des comptes ou de demander des intros. Donc nous, on fait parfois des campagnes sur nos propres utilisateurs Ouais, ou alors nous, on gère tout ce qui est attrait à des signaux ou des événements. Et donc ça peut être soit en fait, ça part toujours d'un sales, mais c'est nous qui le gérons. Et donc, typiquement, quelqu'un qui vient sur le site, donc c'est nous qui gérons les campagnes, mais ça partira d'un sales, dans tous les cas. Notre objectif, c'est qu'ils aient une réponse, et après, c'est eux qui gèrent, dans tous les cas, le funnel, parce que, encore une fois, c'est pas du self-serve. Ou alors, par exemple, on les appelle les champions, c'est ceux qui sont enlevés de la plateforme. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de les monitorer et de voir quand est-ce en fait, ils ont changé de boîte potentiellement. Et du coup, c'est de savoir quand est-ce qu'ils reviennent dans leur nouvelle entreprise et de les contacter à ce moment-là. Et donc, ça c'est ça, vous qui le encore une gérez fois, ça. c'est ça. Donc, ça, c'est pour nous, en tout cas, un signal ou un événement. Et non, c'est nous qui le gérons. Donc, c'est toute cette partie événements, signaux est gérée de notre côté, mais dans tous les cas, sera envoyée par du sales. Enfin, Ok, depuis. ok, ouais, donc ouais, vous travaillez vraiment en très forte proximité avec les sales quand même. Ouais, bien sûr. Yes. Et jusqu'où avez-vous automatisé Albacross? Ouais, du coup, Albacross, qui nous permet d'identifier donc les comptes qui viennent sur notre site. Nous, aujourd'hui, on puise sur leur API. Et là où on est aujourd'hui, c'est on crée les comptes dans cette force.
Donc, on a créé une nouvelle catégorie dans Salesforce on a créé une catégorie qui s'appelle les Insights, qui nous permettent, en fait, sur un compte, d'avoir un historique d'événements. Typiquement, cette boîte est venue sur la page pricing telle date. Cette boîte a une offre de job de comptable et de notifier les sales aussi là-dessus. Et du coup, en fait, on va créer ces insights aussi par rapport à ceux qui visitent le site. Et là où on n'a pas encore terminé, c'est le côté trouver les contacts, donc toute la partie décisionnaire, d'automatiser encore une fois la recherche des contacts. Donc, ça se fait encore de manière légèrement différée, on va dire. Ok. Alors, attends, on va rebasculer un peu sur les questions-réponses, parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient Ouais, été posées ouais. avant. C'est Hélène alors qui Euh, disait ça. Ouais. Hélène, ouais. Est-ce qu'Autopilot ne permet pas aussi de rassembler un certain nombre d'events comme segments ou trigger des campagnes? Aussi de rassembler un certain nombre d'événements comme segment pour trier. Si, justement, si tu peux le faire, et c'est pour ça qu'on utilise Autopilot, c'est que tu as énormément d'intégration, à la fois avec, ça peut être segment, à la fois avec Salesforce. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise cette logique de trigger. Donc ça, c'est possible de le faire avec Autopilot. Comment Intercom s'intègre-t-il dans votre stack actuel? Justement, c'est une bonne question. Je crois que je l'ai pas dit, mais on utilise Intercom à la fois pour de la communication donc client Client, et ouais. aussi de la lead gen sur le site. Ok. Et aussi, ça peut être sur des campagnes où typiquement, en fait, Intercom, tu peux trigger en fait, un pop-up si tu as un certain item dans ton lien. Et donc, sur nos propres campagnes, parfois, c'est une sorte de touchpoint ou en tout cas quelque chose pour lequel on vient renforcer la campagne où en fait, même les liens qui sont sur nos mails ont des UTM, tu vas dessus et il y aura un pop-up du sales en question qui s'affichera. Donc, on l'utilise pour du communication client et pour du prospect aussi. Un pop-up du sel, c'est-à-dire un pop-up de chat? Ouais, c'est ça. Ok, Un pop-up d'accord. Intercom. Ok, ok, cool. Ouais. Et il y avait une dernière question qui était posée par Hélène. Peux-tu expliquer l'évolution du stack entre une équipe de 20 et 200? Ouais. Peux-tu expliquer aussi une stack ensuite? Ok. Quelle est la base sur une base de 20 et quels sont les types d'outils que tu ajoutes au fur et à mesure? Ouais, c'est une très bonne question. La base de la base, c'est vraiment le CRM, de manière générale, d'avoir un bon CRM parce que c'est quelque chose sur lequel tu ne vas jamais bouger. Enfin, Salesforce, maintenant, là, on sait qu'on ne va jamais se demander est-ce qu'on va changer de CRM. C'est vraiment la base des Pour, bases. pour une équipe de 20, quel CRM tu Euh, conseillerais, toi? Du coup, nous, on avait Close. En soi, ça se passait bien. Après, moi, j'ai Ouais? pas beaucoup d'expérience sur d'autres CRM, justement, de cette taille-là. Et donc, j'ai déjà entendu parler de Pipedrive, etc. Mais je connais pas assez pour pouvoir dire, OK, un tel ou un tel est mieux. Nous, Close, ça nous allait à l'époque où on y était. Après, on a eu énormément de difficultés. Je sais qu'il y en a qui misent sur Salesforce dès le départ. Je sais que nous, en fait, ça a été un gros chantier de passer sur Salesforce. Toute la transition de données, de perte ou de duplicat. Enfin, vraiment, c'était un gros chantier. Donc, parfois, c'est pour ça que je dis que c'est la base, c'est le CRM. Il faut vraiment le prendre dès le départ. Et en fait, les types d'outils que je fais au fur et à mesure, ça dépend vraiment des use cases. Donc, je sais que typiquement, je parle à beaucoup de gens, ils me disent est-ce que je dois faire de l'inbound ou de l'outbound dès le départ, etc. Il n'y a pas de, y a pas de règle. Nous, c'est parce que Mhm. c'était notre use case. Mais ça aurait très bien pu être. Enfin, il y a des boîtes qui commencent par de l'inbound et du coup, il y en a, c'est des marketplaces qui vont faire énormément d'inbound. C'est là-dessus qui vont marcher. Ils vont faire énormément d'A/B tests ou utiliser des outils comme Adespresso. Donc vraiment, ça dépend de use case. La base des bases, je dirais le CRM et faire en sorte que tu puisses vraiment gérer ta donnée, que ce soit de manière analytics, donc vraiment d'avoir un outil aussi où tu peux suivre tous ces points de données, donc un looker, un database. Euh, je pense que c'est ce qui est essentiel, quoi. Ok. On a une autre question. À partir de quand demandez-vous aux commerciaux d'attaquer un nouveau lead à Bacross? À partir de quand demandez-vous comment ça attaquer une valide à Bacross? Est-ce que ça suffit? Est-ce que la visite du site suffit ou est-ce Ah, qu'il faut d'autres ouais, events, donc, quoi? ah oui, et du coup, ça fait partie ouais, de la question dont il m'avait posé. D'ailleurs, je ne sais pas forcément comment il l'abordait. Mais justement, sur ce côté-là, nous, ce qu'on a fait jusqu'ici, donc on a lancé ça en mars, c'était en fait de contacter essentiellement et que, en fait, les boîtes qui visitent la page pricing Ok. où on a une page schedule démo, mais qui ne convertissaient pas. Donc, c'était de se dire, OK, ils sont venus jusqu'à cette page-là, ils sont potentiellement plus matures dans leur réflexion d'achat. Du coup, ceux-là, on les contactait de manière obligatoire, enfin, s'ils répondaient en tout cas à nos critères d'entreprise.
si c'était plus de 1000, 2000 ou si c'était des banques ou alors si c'était tout petit. Donc, on est passé l'information, on ne contactait pas, mais s'ils répondaient à nos critères, on les contactait. Et aujourd'hui, ce qu'on n'a pas encore lancé et qu'on veut faire, c'est justement, on est donc capable d'identifier les pages qui viennent visiter, donc les articles blog, etc. Et donc, on veut pouvoir catégoriser selon différents use cases et automatiser cette partie plus top of the funnel de boîtes qui n'ont pas forcément visité la page pricing, mais qui ont des potentiels pains. Ouais. Et on est capable de leur envoyer un message plus pertinent, plus pertinent pour eux. Quoi. Ok. Et de manière générale, donc aujourd'hui, on les attaque de manière automatique s'ils répondent à nos critères et qui visitent la page pricing. Ouais, ok. Et qui sont pas clients. Ouais, Donc pas attaqués forcément. déjà. Et on a une question de Benoît. Quel réseau de freelance faites-vous appel pour la qualification manuelle des profils pour les Ouais, donc entreprises ça, c'est ciblées? un truc vraiment qu'on fait depuis le départ aussi. Euh, Il y a plein de choses qui ont changé. Donc, au début, ils devaient trouver les emails. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on a nos enrichers. Au début, ils devaient trouver les infos compagnies. Maintenant, il nous faut juste le LinkedIn et derrière nous, on se charge de trouver les compagnies. Donc, maintenant, c'est que les décisionnaires. Et en fait, c'est à travers Upwork, à travers la plateforme Upwork, on a trouvé les freelances. Donc, on cherchait des freelances francophones. Donc, nous, on travaille avec des freelances qui sont à l'île Maurice. Ok. Et c'est des gens qu'on a formés et avec qui on travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Et donc, c'est vraiment, on a fait de la recherche. Moi, j'ai passé du temps enfin, comme un recrutement, à rencontrer des Ouais. gens, à faire des tests, à les former, etc. Et aujourd'hui, on a, on va dire, 6-8 personnes actives. On a un Slack et du coup, on travaille avec eux. Donc, c'est vraiment une équipe, c'est notre équipe à part. Quoi. Cool, cool, cool. On a une question. Je cherche Asgard en vain. C'est quoi le bon libellé? Alors, attends, je regarde parce que c'est asgard.ai, c'est ça, ouais, point .ai. Je vais le mettre sur le chat. Parce que c'est vrai sur Google, en tout cas, il ne s'affiche pas. Ah yes, les outils cachés. Ouais. Est-ce que vous Euh, enregistrez Manuel. Est-ce que vous enrichissez manuellement, Bah, je du pense, coup, manuellement? ouais, bah, du coup, c'est cette partie-là dont je parlais, de tout ce qui est relié aux décisionnaires, de trouver les bons contacts. C'est cette partie-là que nous, on externalise en tout cas, et qu'on Ok, fait enrichir par des freelances. yes. Directement dans, enfin, dans quoi? Dans le spot, dans Salesforce? Non, pour le coup, du coup, c'est vrai qu'on aurait pu se faire une sorte de back-office où tu as des outils comme Retool, Retool, qui pourraient te permettre potentiellement d'avoir une espèce de back-office pour des freelances et ça peut éditer ton CRM. Nous, en vrai, on gère toujours ça sur Google Sheet. Ok, Et c'est aussi pour ça qu'on a nos propres add-ons. Et puis, c'est plus simple aussi. On ne voulait pas complexifier la chose pour les freelances. C'est quelque chose de très simple. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est on leur simplifie pas mal de choses. Donc, ils sont sur notre profil LinkedIn. Ils ont une extension Chrome, etc. Donc, nous, on leur donne les outils pour être plus productifs, on va dire. ok, cool. Euh, On arrive au bout. ouais, il y a On une arrive dernière au bout. question. Une Ouais, dernière vas-y. question de Romain Balro. Et du coup, non, on n'utilise pas de data provider de type Manageo. Nous, en fait, on a sélectionné nos sources. Donc, on utilise quand même des bases de données qui sont Crunchbase, Dealroom sur les levées de fonds. Et de manière générale, nous, on va enrichir les infos des entreprises nous-mêmes à travers différentes sources que j'ai dit auparavant. Quoi. Vous utilisez un Clearbit quand même, non? Ouais, on utilise Clearbit aussi. C'est juste qu'en fait, il y a certains points de données où on va les prendre en priorité sur certaines sources et d'autres non. Donc Clearbit, je sais que sur certaines données, par exemple le nombre d'employés, nous, on va pas prendre ça parce qu'il n'est pas pertinent pour nous. Ok, Il y a ok. plein de choses qui sont pas forcément hyper accurate. Quoi. Ouais, ça dépend de la donnée, quoi. De quel type de Ouais. donnée. Ok, top. Bon, on arrive au bout de ce premier épisode. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous les spectateurs, tous les participants. J'espère que le format vous a plu déjà. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que pour vous, on continue déjà? Est-ce qu'on fait un épisode 2? Vous trouvez ça cool? Euh, ok, merci, merci, je crois que c'est Hélène. Et merci beaucoup, Vincent. On Ouais. va, on va mettre l'épisode en replay. Bah, merci à Euh, tous. donc vous allez recevoir un petit mail qui vous donne le lien vers le replay. Vincent, c'était un petit mot peut-être pour, Ouais. pour Non, conclure. bien sûr. Bah, merci de m'avoir invité
pour ce premier épisode. Et encore une fois, c'est vrai que c'est un peu rapide, c'est un panorama vraiment des outils qu'on utilise. Et de manière générale, si jamais vous avez d'autres questions, moi je reste hyper ouvert sur LinkedIn. Donc, si vous voulez rentrer plus en détail sur certains sujets, moi c'est avec plaisir. Il y a plein de choses, moi j'ai développé pas mal d'outils, il y a plein de choses, des outils que j'utilise jamais au quotidien. Donc je ne suis pas nécessairement un expert, je suis un peu la voix de Spendesk rapidement aujourd'hui, mais avec plaisir en tout cas pour échanger sur des sujets gross marketing à l'avenir. Cool. Et oui, je vois. Est-il possible d'avoir un mail récap de la stack? Ouais, on vous donnera ça. Ouais. On donnera par mail les différents outils qui sont utilisés et aussi dans la page qui va vous montrer la vidéo de replay, on mettra aussi les différents outils. Pas de souci. Ok, merci beaucoup et Merci à bonne tous. fin de journée. Au revoir. Ciao. Ciao.